Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Figaro Live. Pour la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Voilà les propos qui ont enflammé la classe politique aujourd'hui. Le sénateur LR Bruno Retailleau a fait le lien aujourd'hui entre les émeutes qui ont éclaté en France et l'immigration, raison pour laquelle on vous pose la question suivante sur le Figaro.fr. Gérald Darmanin doit-il durcir la loi immigration ? Vous pouvez librement répondre à cette question sur notre site internet. On va découvrir vos résultats dans quelques instants, mais si vous n'avez absolument aucun avis sur la question, eh bien ça tombe bien puisque j'accueille sur ce plateau un spécialiste qui va vouloir vous éclairer. Bonjour Jean-Thomas Le Sueur. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Alors déjà, à la lecture de cette question, il y en a un qui bondirait, c'est Gérald Darmanin lui-même, qui estime que les violences urbaines de ces derniers jours ne sont pas liées aux étrangers, mais à de jeunes délinquants. Est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur ? Alors il a raison si on s'en tient à la définition classiquement admise en France au ministère de l'Intérieur, à l'INSEE ou à l'INED de ce qu'est un immigré, c'est-à-dire une personne étrangère née à l'étranger. Si on s'en tient à cette définition, en effet, il l'a dit, moins de 10% des personnes arrêtées étaient dans ce cas de figure, donc 90% sont des Français. Simplement, on devine bien que ce sont pour beaucoup des Français d'origine immigrée, ouais. Et donc là où on va dire qu'il joue sur les mots, mais là où il élude le vrai fond du problème, c'est la question de l'intégration. Et donc si on peut dire que, enfin s'il peut toujours prétendre que la question de l'immigration n'est pas posée, celle de l'intégration l'est, ou de la non-intégration, ou de l'intégration insuffisante de ces jeunes est posée, et donc qui dit intégration dit immigration, donc il joue un peu sur les mots. Donc c'est ça le lien entre les émeutes et l'immigration, en fait c'est l'intégration des générations générations passées qui n'ont pas forcément réussi à inculquer les bonnes valeurs à leurs enfants, c'est un peu ça ? Sais pas, oui, enfin, je ne sais pas s'il faut mettre en accusation les générations précédentes, mais on a clairement un problème d'intégration d'une partie seulement, ouais. Mais d'une partie significative de Français d'origine étrangère, donc d'origine immigrée. Bon, ça se voit sur les chiffres ouais. Scolaires, ça se voit par exemple sur certains chiffres sur la place qu'une partie de la jeunesse accorde par exemple à la loi islamique par rapport à la loi française. Bref, un certain nombre d'indicateurs disent bien, et on a tous été abreuvés d'innombrables vidéos, on a bien vu des drapeaux français brûlés, on a vu des injures à la France, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Après, le quantifier, le chiffrer avec des statistiques sûres, c'est toujours très difficile. Mais comment vous l'expliquez ? Puisque là, on parle de jeunes qui sont français et qui, manifestement, n'ont pas réussi à s'intégrer, alors qu'ils sont français depuis le début. C'est une grande question. L'échec de l'intégration, il y en a plusieurs. D'abord, on constate que l'ensemble des pays occidentaux sont, chacun avec leur spécificité, mais sont dans le même cas. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'échec de 50 ans de société multiculturelle. Ça ne fonctionne pas, les sociétés multiculturelles. Et d'ailleurs, ce que nous envoient dans la figure les pays d'Europe de l'Est, alors qu'on aime détester en Europe occidentale, la Pologne et la Hongrie, ce qu'ils nous disent, c'est on ne veut pas de votre modèle de société puisqu'ils produisent cela. Donc nous ne voulons pas de l'immigration puisqu'ils produisent cela. Donc d'abord, l'échec de la société multiculturelle. Puis après, je dirais deux choses. L'intégration d'un très grand nombre, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on a une immigration de masse, et donc par définition, c'est difficile d'intégrer et de faire des Français d'une population étrangère qui arrive, légalement j'entends, hein, mais très nombreuse. Et puis j'ajouterais l'esprit 68 art, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction, c'est comment intégrer à un pays que soi-même on n'aime pas ou qu'on prétend déconstruire, comment faire aimer un pays qu'on prétend soi-même déconstruire à une population qui arrive, c'est un peu difficile. Alors je vais reprendre les propos de Bruno Retailleau que j'ai lu tout à l'heure en introduction, une sorte de régression vers les origines ethniques, c'est ce qu'il dit à l'égard des personnes qui ont commis des dégradations lors des violences urbaines. Vous êtes d'accord avec lui ? Ça ne me paraît pas faux, dans la mesure où précisément cette idéologie de la déconstruction, notamment dans un de ces aspects qu'on appelle le racialisme, est obsédé par la race, les origines, la biologie. Et donc, en effet, aujourd'hui, une large partie de cette jeunesse, en tout cas de cette jeunesse-là, porte comme un étendard c'est l'origine, parfois fantasmée d'ailleurs, mais les origines lointaines qui sont les siennes, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça peut faire parfois 3 générations qu'ils sont ici. Et donc, c'est, quand il y a un match de foot France-Algérie, des centaines, des milliers de drapeaux algériens sur les Champs-Élysées. Ces jeunes-là ne brandissent pas le drapeau français, ils brandissent le drapeau algérien. Donc oui, il y a quand même assurément un retour, une obsession identitaire dans une fraction de cette jeunesse-là. On a la même chose avec l'islam, qui est souvent un islam très sommaire, hein, si je puis dire, où l'identité musulmane est affichée. Par ailleurs, n'oubliez pas que ce sont des tout jeunes, en tout cas pour une partie d'entre eux, et il n'y a rien de plus grégaire qu'un jeune. Donc il y a aussi le phénomène d'imitation et le phénomène de bande. Le phénomène de bande et de masse, effectivement. Alors, les propos du sénateur ont enflammé la classe politique, surtout à gauche, bien évidemment. Plusieurs députés de la France Insoumise, à commencer par Mathilde Panot, Sophia Chikirou, crient au racisme. Est-ce que c'est un vrai dérapage de la part du sénateur, ou bien est-ce que ça prouve qu'il est aujourd'hui quasiment impossible d'évoquer ces sujets sans enflammer le débat politique ?
En tout cas, sans enflammer la gauche et l'extrême gauche, bien sûr. C'est-à-dire que ce que fait Bruno Retailleau, sincèrement, c'est pas dingue. En plus, c'est un mot choisi. Il est pas, sa phrase n'est pas au lance-flamme. Il nomme le réel. Enfin, à mes yeux, il nomme tout à fait le réel. Et évidemment, pour l'extrême gauche, en fait, ça devient insupportable puisqu'elle s'est construite en fait sur un certain nombre de tabous ou sur un certain nombre d'idées qu'elle a imposées dans le débat politique. Et on commence aujourd'hui à revenir dessus. Donc effectivement, elle hurle au loup. Sincèrement, Bruno Retailleau en l'état ne s'est pas comporté comme un loup. Il s'est comporté comme un matou peut-être, mais pas comme un loup. Oui, et d'ailleurs, on a eu cette preuve aussi avec le maire de Béziers, qui s'appelle effectivement Robert Ménard, vous voyez, qui a participé à cette réunion des maires à l'Élysée en compagnie d'Emmanuel Macron, qui a aussi fait le lien entre l'immigration et les émeutes, et il y a eu une sorte de brouhaha un peu indigné de la part de ses collègues maires. Là aussi, c'est la preuve qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire ce lien sereinement entre immigration et émeutes. Alors, c'est difficile dans une certaine sphère du pouvoir, dans un certain monde intellectuel et peut-être médiatique. Je ne crois pas que ça le soit dans une large partie de la population. J'ajouterai sur les maires que je connais, moi, 2 ou 3 maires, souvent divers droite, de villes de banlieue, la couronne parisienne, ils le font sans aucun problème, ce lien. Ils le font sans aucun problème. Mais malgré tout, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, certains refusent de voir vraiment le rapport entre immigration et émeute? C'est tabou aujourd'hui, c'est un sujet tabou? Oui, c'est le tabou de ce que j'ai appelé tout à l'heure la société multiculturelle. C'est-à-dire que les élites de gauche, alors je vais très vite, pardon, inspirées de l'idée de mai 68, qui sont arrivés au pouvoir dans les années 80, en France c'était le Parti Socialiste, etc., ont cru pouvoir bâtir la société métissée, à l'époque la société Benetton, aujourd'hui c'est plus très à la mode, mais enfin ça dit plus grand chose à la jeunesse, mais c'est ça. Donc on a fait venir une immigration massive, je le redis, depuis 40 ou 50 ans dans les pays européens. Et aujourd'hui, on se rend compte, et encore une fois, c'est pas un phénomène français, on se rend compte de l'échec, c'est-à-dire que toutes nos sociétés occidentales, américaines et Europe de l'Ouest, sont traversées par des mouvements de violence identitaire, d'une part, et des mouvements de séparatisme. Donc nous sommes là-dessus, il n'y a aucune singularité française. Alors parlons de ce projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration qui devait être normalement débattu fin mars, mais qui a été déprogrammé du calendrier parlementaire en raison du mouvement de contestation lié à la réforme des retraites. Il prévoyait quoi ce texte exactement? Alors grosso modo, il avait 3 chapitres principaux. Le renforcement de l'exécution des fameuses OQTF, obligation à quitter le territoire, c'est-à-dire que quand une personne reçoit est déboutée du droit d'asile, il est censé quitter le territoire dans le mois qui suit, etc. Nous savons que nous n'y arrivons pas. Beaucoup de ces gens-là, le taux d'exécution, il y a un rapport un peu ancien maintenant, mais de la Cour des comptes qui disait que le taux d'exécution était 10%, je crois. Voilà, j'avais le chiffre 8, mais voilà. Donc ça veut dire beaucoup de gens qui ne partent pas. Donc il y avait ça. Il y avait le renforcement des exigences en matière de langue pour les personnes qui souhaitent avoir des papiers, des titres de séjour longue durée notamment. Mais j'ajoute tout de suite que le niveau demandé par la France est tellement bas que le remonter un peu est encore, à mes yeux, très nettement insuffisant. Il y a une nomenclature, si vous voulez, de maîtrise des langues dans laquelle on pourrait entrer, et le niveau était vraiment très bas. Et puis le troisième, c'est ce qui a fait le plus débat, c'était la création du titre de séjour métier en tension, indiquant que certains métiers dans la restauration, dans le bâtiment, etc., avaient besoin de main-d'œuvre qu'elles ne trouvaient pas, et donc il fallait régulariser une partie d'une population qui est aujourd'hui illégale, si vous voulez, mais qui travaille sur le territoire, et régulariser cette population. Et là, on est clairement dans le en même temps très cher à Emmanuel Macron. Est-ce que le en même temps est tenable lorsqu'on parle d'immigration ? Non, je pense pas, d'autant qu'en plus, alors c'est toujours pareil, on est beaucoup dans la com avec le en même temps, parce que la réalité froide, c'est qu'en l'an 2022, ce gouvernement a accueilli plus de 500 000 immigrés légaux sur le territoire, c'est-à-dire 2 fois plus que sous François Hollande. Donc, en réalité, il n'y a pas d'en même temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je rappelle que, je vous fais une petite incise, Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, avait dit en novembre 2019, il est temps de retrouver la maîtrise de la politique migratoire, ce qui voulait bien dire en creux qu'il ne l'avait pas. Donc nous savons qu'en fait on ne maîtrise rien globalement sur la politique migratoire et notamment sur les flux, et donc la réalité c'est celle-là. Donc après le en même temps, c'est-à-dire rouler un peu des mécaniques et expliquer que on est sévère, la réalité de la politique migratoire française aujourd'hui, c'est on ne peut plus laxiste. Et alors de quelle manière ce texte peut-il être durci, puisque c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que ce texte dont nous venons de parler peut être durci déjà ? On peut toujours, il imaginer au Conseil d'État, mais il peut toujours être amendé dans le cadre de la discussion. Moi, je n'en sais rien. Très sincèrement, le mot de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale ne laisse pas entendre qu'il va rouvrir ce chantier-là, puisqu'il a clairement dit, vous l'avez rappelé, qu'il n'y avait à ses yeux pas de lien entre immigration et émeute. Donc en fait, voilà. Et puis en plus, je pense que ces événements traumatisent tellement la France que le gouvernement va vouloir y répondre.
Très franchement, je suis pas sûr que demain matin, le projet de loi immigration va arriver au Parlement demain matin, d'autant qu'il n'y a pas de majorité. Je pense que les LR auraient intérêt, évidemment, à ne pas voter le texte en l'état. Enfin, d'ailleurs, on l'a déjà dit, donc je vois pas pourquoi. Donc, sincèrement, je vois pas bien comment, dans les semaines qui viennent, en tout cas, on peut avoir un vote du texte, même amendé et un peu durci, dans ce que la majorité actuelle pourrait faire. Mais selon vous, est-ce qu'il faut le durcir, le texte ? Moi, je pense qu'il faut remettre, c'est même pas durcir ce texte, il faut remettre à plat l'ensemble de la politique migratoire. Il faut tout revoir. Oui, si on se fixe comme objectif. Le vrai truc, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes ? Je parle bien légal, il y a la question de l'immigration illégale à côté. Parce qu'on considère que c'est très bien comme ça, pour des raisons économiques, sociales, pour payer nos retraites plus tard, etc. Ou est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, il faut stopper l'immigration, ou en tout cas la réduire infiniment ? Je redis qu'on est à 500 000 entrées légales sur le territoire. Est-ce qu'on veut descendre à 75 000, 50 000, 100 000, ce qui est déjà Voilà. Et donc, à partir de là, si vous fixez cet objectif politique-là, il y a pas mal de choses à faire, ce sera pas simple, mais c'est réalisable. Des pays européens sont en train de le réaliser. Jean-Thomas Le Sueur, on va s'intéresser à la question du jour, puisque on va découvrir les résultats des internautes. Après les émeutes, Gérald Darmanin doit-il, comme le demande la droite, durcir la loi immigration ? On va artificiellement cliquer sur oui pour découvrir les résultats, et on se rend compte que 91% des internautes du Figaro sont favorables effectivement à un durcissement de ce projet de loi. Vous avez dit, pour le gouvernement, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Mais si LR réclame un durcissement du projet de loi, est-ce qu'ils vont devoir de toute façon s'y plier, sachant qu'ils ont besoin des voix de la droite au Palais Bourbon pour pouvoir faire passer une loi ? C'est pour ça que je vous disais, mais peut-être maladroitement, que je ne pense pas que le gouvernement va mettre à l'agenda demain ce projet de loi qu'il a dans ses cartons, et que déjà avant les émeutes, il ne savait pas comment le faire voter. Donc je ne pense pas qu'il va le sortir là. Je pense qu'on va avoir des grands textes de loi sociaux, ou sur l'éducation, sur les valeurs républicaines, etc., etc. Je ne vois pas comment aujourd'hui, entre encore une fois, un gouvernement qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, et je rappelle quand même que le groupe Renaissance vient pour partie des ex-PS. Il y a quand même une partie, même si on considère aujourd'hui de fait que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron est au centre droit, je rappelle qu'une partie de la majorité vient de la gauche. Je ne vois pas comment il durcirait suffisamment le texte. Il pourrait durcir, avec la majorité qu'il a, suffisamment le texte pour complaire au LR. Alors, en tout cas, on sent bien l'urgence du moment, à travers les déclarations des uns et des autres, cette volonté que les émeutes ne se reproduisent plus jamais. Est-ce que vous avez, vous, Jean-Thomas Le Sueur, la profonde conviction qu'avec une loi immigration, on pourrait régler le problème aujourd'hui ? Non, ça suffirait pas. Je pense qu'il y a besoin de faire une pause considérable, un moratoire, une baisse drastique des flux migratoires. C'était l'objet du rapport publié en novembre, où j'affichais l'objectif de 75 000, ce qui est déjà pas simple. Alors, certains trouvaient que c'était encore trop, mais déjà, ce serait déjà pas mal. Donc, retrouver, si vous voulez, la maîtrise migratoire et baisser les flux. Non, après, l'immense sujet, il est d'abord éducatif et culturel. Le vrai sujet, le vrai champ de bataille, si je puis dire, la formule n'est pas très bonne, pardon, c'est l'école et la culture. Il faut refaire de ces jeunes-là, puisqu'ils sont français, il faut en faire des Français. Et en faire des Français, c'est les faire participer au trésor qu'est la France, sa langue, sa culture, son histoire et son avenir, évidemment, ils y ont leur place, mais c'est ça l'enjeu. Et donc le grand enjeu, il n'est pas seulement économique et social. Alors après, on peut dire qu'il faut encore des plans banlieue, il faut de l'argent, bon, tout ça se discute, parce qu'il y a quand même des sujets de vie sociale, d'emploi, etc. pour les jeunesses de ces quartiers, mais le grand chantier, pour moi, il est identitaire au bon sens du terme, c'est-à-dire refaire de cette jeunesse une jeunesse française, une jeunesse qui est heureuse et fière d'être française. Mais justement, l'intégration, est-ce que ça passe pas par un nouveau plan banlieue, si on développe les activités culturelles dans ces quartiers-là, si on rénove des maisons de la jeunesse et de la culture, par exemple, est-ce que c'est l'un des aspects. Non, mais c'est l'un des aspects, mais je pense qu'il faut d'abord réenseigner le français et le réenseigner de manière sérieuse et ambitieuse pour que cette jeunesse-là, par exemple, maîtrise bien le français. Nous avions publié, nous, à l'Institut Thomas More, une étude en 2005, donc les précédentes émeutes, d'un linguiste qui s'appelle Alain Bentolila. Il montrait bien la pauvreté linguistique des jeunes de ces quartiers. Et donc, en fait, quand vous n'avez pas de mots pour exprimer un malaise, vous avez vos points. Effectivement, et la violence qu'on voit sur ces images. Alors, à la suite de la mort du jeune Naël, l'Algérie a rappelé à la France son devoir de protection envers ses ressortissants, à travers un communiqué. La presse maghrébine dénonce quant à elle une marginalisation des générations d'immigrés. Est-ce que ces citoyens devraient être, selon vous, plus protégés par l'État français ? Quels citoyens ? Les citoyens issus de l'immigration. Plus protégé de quoi ? Plus protégé. C'est la question que je vous pose, puisque la presse maghrébine estime qu'ils sont marginalisés et que. Ce qui est d'ailleurs la preuve qu'il y a une question identitaire, c'est que pour que ces pays-là, en particulier l'Algérie, je noterai que le Maroc l'a pas fait, ni la Tunisie. Oui, d'ailleurs, le Maroc a reproché à l'Algérie de s'emparer de ce cas-là pour régler ses problèmes avec la France. Bien sûr. C'est quand même une démarche. Moi, je trouve hallucinant que l'ambassadeur d'Algérie en France ne soit pas appelé au MAE et au ministère des Affaires étrangères et ne se fasse pas passer un savon. Mais enfin, passons. Non, je vois pas en quoi. Enfin, non.
est-ce qu'il faut protéger davantage cette population? Non, il faut reconstruire un pacte français qui n'est pas qu'un pacte social. C'est d'abord, à mon avis, un pacte identitaire, encore une fois, au bon sens du terme, et donc principalement éducatif et culturel. Et il faut offrir une perspective, mais il faut l'offrir à l'ensemble des Français. De toute façon, c'est la France qui est en crise. C'est pas que cette France-là. On se souvient des Gilets jaunes, on a vu les réformes des retraites. Le pays ne va pas bien de toute façon. Et Emmanuel Macron, jusqu'ici, ne sait pas y répondre. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Thomas Le Sueur, d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Merci encore d'avoir été notre invité. À suivre sur Figaro Live à partir de 17h, point de vue présenté cette fois-ci par Anne-Emmanuelle Isaac. Elle recevra Bernard Jamet, maire de Sannois, qui tirera justement le bilan des émeutes qui ont éclaté dans sa commune. Niagale Bagayoko, spécialiste de l'Afrique, parlera ensuite des liens entre l'Afrique et la Russie, plus particulièrement la milice Wagner. Et enfin, elle conclura l'émission avec Thierry Sarment qui est historien, auteur du livre Le Régent, Prince pour les Lumières. Et enfin, ne manquez pas à 18h le Buzz TV avec Jacques Vendroux qui sera notre invité. Il évoquera sa nouvelle émission sur Europe 1 dans laquelle il reçoit des personnalités politiques qui parlent de leur rapport au sport. Tiens, c'est assez intéressant. Bonne journée à toutes et à tous.